Bon les gars, on va au bistrot. Mais non, on va à Yasmina. Oh, flemme, c'est trop loin, venez, on reste ici. Ah non, moi je reste pas ici, je me casse hein. Ok, je suis d'accord, mais par contre pour le bar, mec, j'ai pas de thune. Comment choisir démocratiquement entre plusieurs options? C'est un problème que l'on rencontre fréquemment, et pour le résoudre, il faut d'abord connaître notre objectif. Souhaite-t-on satisfaire le premier vœu d'un maximum de personnes? Ou préfère-t-on mécontenter le moins possible? Sûrement un peu des deux, en veillant à ce que les droits fondamentaux de chacun soient respectés. Mais alors, quelle procédure utiliser pour révéler nos préférences et réaliser le choix collectif? Mais pourquoi on voterait pas pour un candidat comme à la présidentielle? Non, le scrutin uninominal à 2 tours, c'est tout pourri comme système. Parce que ça ne respecte pas un critère appréciable, le fait que rajouter le clone d'un candidat dans la liste des candidats ne change rien au résultat. En effet, on cherche un système où lorsqu'on ajoute une option qui n'a aucune chance de gagner, ça ne change pas le résultat du vote. Malheureusement, ça se produit avec tous les modes de scrutin employés pour les élections en France. Par exemple, en 2002, si Chevènement ne s'était pas présenté, Jospin aurait sûrement été au second tour à la place de Le Pen, et aurait sans doute remporté l'élection. Oui, le problème avec ce type de procédure, c'est qu'on ne récolte pas assez d'informations de la part des électeurs. On se contente de leur demander quel est le candidat qu'ils désapprouvent le moins, mais on ne leur demande pas de se prononcer sur les autres candidats. Ah oui, donc en fait il faudrait mieux demander à chaque électeur s'il approuve ou s'il rejette chaque candidat. Bien vu, ça s'appelle le vote par approbation. L'option choisie est alors celle qui reçoit le plus d'approbation. Le problème du vote par approbation, c'est qu'il reste assez rudimentaire. En effet, on ne fait pas de distinction entre approuver et ne pas rejeter. L'option qui est la plus approuvée est nécessairement celle qui est la moins désapprouvée. C'est dû au fait qu'encore une fois, on ne récolte pas assez d'informations. Ah, sinon on pourrait noter chaque option de 0 à 20. Oui, là on aurait assez d'informations. Par contre, il vaudrait mieux noter entre -2 et +3 que entre 0 et 20. Parce que plus il y a de notes différentes possibles, plus il y a de différences dans les façons de noter. Par exemple, toi et moi, on pourrait autant avoir envie d'aller au bar, mais moi je mettrais 13 sur 20 à cette option, alors que toi tu mettrais 16 sur 20, parce que tu serais moins exigeant que moi dans tes notations. Or, ça fausse le résultat du vote de ne pas partager un langage commun. Pour cette raison, les chercheurs Balinsky et Laraki ont proposé d'utiliser une échelle de 7 expressions. Le nombre de notes 7 est un juste milieu pour pouvoir exprimer fidèlement son jugement sur des options, tout en ayant une façon de noter commune. C'est un bon arbitrage entre précision et comparabilité. Et le fait d'utiliser des mots plutôt que des chiffres renforce le fait qu'on emploie le même langage commun. Mais si on remplace des chiffres par des mots, comment on va faire la moyenne des notes qu'une option a reçues? Justement, c'est pas idéal de choisir l'option qui a la meilleure moyenne. Ce système que tu proposes s'appelle le vote par note, et il présente 2 inconvénients. Prenons un exemple pour y voir plus clair. Disons que l'option A recueille 1 vote 0 et 6 votes plus 1, tandis que l'option B récolte 4 votes 0, 1 vote plus 1 et 2 votes plus 2. Oh là 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 là. Ça va pas du tout ce début de vidéo. Déjà, j'aurais jamais dû appeler ça vote par note, mais méthode de meilleure moyenne, puisque juste après, je vais présenter une autre méthode qui utilise des notes, qui est la méthode de meilleure médiane. Et puis, mon animation est pas du tout intuitive, et elle mérite que je vous donne une petite explication. Vous avez peut-être pas compris ce que signifiait 4x0. En fait, ça veut dire 4 fois 0, et ça représente les 4 votes 0 que le candidat B a récoltés. En fait, chaque vote est représenté par un rectangle et la taille du rectangle correspond à la note qui a été attribuée. C'est pour ça que les votes plus 2 ont un rectangle 2 fois plus large que les votes plus 1 et c'est pour ça que les votes 0 sont invisibles. J'ai représenté les votes de telle sorte pour que la taille de la barre de chaque candidat corresponde à la somme des notes qu'il a récoltées parce que regarder la somme des notes, ça revient à regarder la moyenne des notes. Encore un truc que j'aurais dû expliquer. Bon, m'en veuillez pas, c'était il y a 2 ans, je débutais et j'espère que je me suis un peu amélioré avec les nouvelles vidéos. Ah, et un dernier détail pour les plus curieux. Ça aussi, ça n'était pas clair. Mais l'exemple du début où on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le choix de la soirée, ça n'a pas été choisi par hasard. C'est une illustration du paradoxe de Condorcet. Disons que l'option A recueille 1 vote 0 et 6 votes plus 1, tandis que l'option B récolte 4 votes 0, 1 vote plus 1 et 2 votes plus 2. Le premier défaut de la moyenne, c'est que le résultat est sensible au choix des notes. Par exemple, si on remplace plus 2 par plus 3 dans les notes possibles,
Ça ne va sûrement pas changer les votes des électeurs, mais ça peut changer le résultat. Le second défaut, c'est que la moyenne est une statistique facilement manipulable. Tu veux dire qu'il y aurait de la fraude électorale? Non, pas dans ce sens-là. Mais les gens pourraient voter stratégiquement au lieu de voter honnêtement, pour avoir un résultat qui leur convient mieux. Par exemple, deux électeurs jugeant que A vaut plus 1 et B vaut 0 pourraient voter plus 2 à A pour éviter que B ne gagne. Ah, une sorte de vote utile, quoi. Oui, on serait plus tranquille avec un système où les électeurs ont tout intérêt à révéler leurs préférences honnêtement. Or, il existe une statistique non manipulable, c'est la médiane. Et c'est donc l'option obtenant le meilleur jugement médian que Balinsky et Laraki proposent pour désigner le vainqueur d'un vote. Pour la même raison, lorsqu'on choisit un montant démocratiquement, il est largement préférable de prendre la médiane des réponses plutôt que la moyenne. La médiane est ce qui sépare un ensemble en deux. Ici, la moitié des électeurs attribue une note supérieure ou égale à la note médiane, tandis que l'autre moitié attribue à l'option une note inférieure à sa note médiane. Le jugement médian est donc le jugement typique. Préférer l'option avec la meilleure médiane, ça se comprend bien. Car ça veut dire qu'une majorité des gens a attribué au vainqueur une note supérieure ou égale à la note médiane de chaque option. C'est pour ça que Balinsky et Laraki ont baptisé ce système le jugement majoritaire. Mais Adrien, une question me taraude. Il risque d'y avoir plusieurs options avec la même médiane. Comment faire pour départager les ex-aequo? Les créateurs du jugement majoritaire prônent une méthode qui n'est pas simple à expliquer. Or, on peut définir un système similaire, que j'ai appelé le jugement médian, grâce à une méthode de départage plus intuitive et tout aussi satisfaisante. Pour chaque option ayant la plus haute médiane M, on fait la différence entre la proportion de notes supérieure à M et la proportion de notes inférieure à M. Ce chiffre DA permet de comparer la part de l'électorat qui a jugé l'option A mieux que sa note médiane et la part qui l'a jugée moins bien. L'option avec le plus grand écart D entre ces deux groupes de votants est désignée vainqueur. Si vous voulez en savoir plus sur les méthodes de départage, vous pouvez lire l'article de recherche que j'ai écrit sur le sujet. J'ai volontairement écourté cette présentation, mais il y a toute une théorie derrière les systèmes de vote. Le théorème d'impossibilité d'Arrow a révélé les problèmes qu'il y a avec tous les modes de scrutin reposant sur le classement des différentes options par les électeurs, y compris lorsque ce classement se limite à la désignation de l'option préférée par les électeurs, comme c'est le cas dans tous les modes de scrutin employés en France, officiellement. Le jugement majoritaire a été proposé récemment pour dépasser les limitations des méthodes antérieures, comme les méthodes de Condorcet, qui ont un problème d'après le théorème d'impossibilité. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de comment faire quand les options ont des coûts différents. J'en ferai une vidéo spécifique. Et j'ai passé sous silence la question cruciale de qui choisit les propositions, les options proposées, et comment gérer les amendements, car j'y consacrerai là aussi une autre vidéo. Intéressant à noter, j'ai effectué un sondage avec un autre chercheur, Jean-François Lallier, auprès de théoriciens du choix social, donc des spécialistes de ces questions-là. Et parmi la centaine de répondants, le système de vote qui a reçu le plus de soutien est le vote par approbation, qui est beaucoup plus simple, et c'est justement par sa simplicité que ce mode de scrutin a récolté la faveur de ces spécialistes. Personnellement, je préfère le jugement médian, car je trouve qu'il récolte plus d'informations et que c'est forcément bénéfique pour le résultat du vote. Mais, l'un dans l'autre, le vote par approbation serait quand même 1000 fois mieux de tout ce qu'on a actuellement.